vice-président de la Fédération Commerce et Services. Délai de paiement, crédit inter-entreprise. Donc votre prédécesseur qui m'a accusé, il y a double problématique. Compétitivité, 1. 2. Rapport de force entre les grands, les moyens et les petits. Et 3. Un problème d'ordre juridique également. Est-ce que dans commerce et services, commerce qui est très exposé au délai de paiement du secteur privé, il y a où les warnings sont allumés, est-ce que vous là-dessus, quelle lecture faites-vous? Merci pour l'invitation. Je pense que il y a quand même un chiffre qui a été cité tout à l'heure et un changement extrêmement important. On est passé dessus très rapidement. C'est que les entreprises aujourd'hui au Maroc deviennent les bailleurs de fonds, ont dépassé les banquiers dans le financement. Je pense que c'est quand même un message d'alerte extrêmement important parce que ce n'est pas leur métier. Et en même temps, les banques ne font plus leur métier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, on marche sur la tête là. C'est quand même assez inquiétant. Et je pense que c'est important de le soulever. Et en même temps, on voit très bien que les 420 milliards, chacun, bien sûr, a sa part dans ces 420 milliards. Et que quelque part, ça pénalise également les budgets de l'État. On vient de l'entendre, 80 milliards de TVA qui n'est pas rentré. Ben, si elle était rentrée, l'État rembourserait davantage mieux, peut-être. Et donc, quelque part, on se pose effectivement une question qui n'est pas, qui a effectivement un certain nombre de causes. Semrakchi on a évoqué quelques-unes. Je voudrais en rajouter deux, peut-être, de mon point de vue. La première, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit M. Semrakchi sur le fait que la financiarisation de l'économie au niveau mondial est une des causes majeures du fait qu'on s'intéresse davantage dans le bilan d'une entreprise à comment elle gère sa trésorerie, à plutôt comment elle gère ses fonds propres. Et ça, c'est quand même quelque part, on parle beaucoup plus du bas de bilan que du haut du bilan. Et cette financiarisation de l'économie avec le fait qu'elle tire les compétences vers la sphère financière a appauvri effectivement la sphère industrielle et la sphère commerciale. Mais on voit que dans d'autres pays, malgré la financiarisation de l'économie, il y a quand même un respect des délais de paiement beaucoup plus courts. Alors, quelques chiffres qu'on m'a communiqués. Au Maroc, nous avons une moyenne effectivement assez proche d'un secteur à un autre. Dans les technologies de l'information, on est à 86 jours. Dans la distribution, on est à 96 jours. Dans la construction, on est à 100 jours. Dans l'agro-industrie, on est à 90 jours. Et dans l'énergie, on est à 87 jours. Ça, c'est des délais qui, bien évidemment, ne correspondent pas à la réalité qu'on vit tous. On est bien d'accord, mais c'est des délais communiqués. Alors, pour ma part, je pense qu'il y a deux phénomènes sur lesquels il faudrait qu'on s'attarde. Le premier, c'est qu'on a évoqué effectivement le poids des grandes entreprises. Et c'est vrai, les grandes entreprises, si elles gardent la trésorerie pour payer leurs fournisseurs, bah quelque part, il y a un enchaînement, une cascade qui va se faire et que jusqu'à la toute petite entreprise, on va subir ce retard pris en amont par les grandes entreprises. Mais il y a un autre phénomène en aval. C'est le phénomène de la spéculation. Quand on encourage collectivement la spéculation foncière, ben une partie de la trésorerie va dans le foncier. Imagine une grosse partie va dans la spéculation foncière. Et on sait tous que ce qui va vers la spéculation foncière n'est pas injecté dans l'économie. Parce qu'in fine, à un moment donné, c'est ça ne crée pas de la valeur. Le vendeur, le propriétaire terrien qui a vendu à un promoteur qui anticipe sur l'ouverture à l'urbanisation des centaines d'hectares, ben, ce propriétaire terrien, en fait, l'argent qu'il a gagné de cette opération, il ne l'injecte pas dans l'économie. Il ne l'injecte pas dans l'économie parce qu'il n'a pas investi, parce qu'il ne va pas consommer davantage, à part la RS7, mais à un moment donné, de toute manière, ça ne s'injecte pas dans l'économie. Mais qu'est-ce qui l'empêche de payer ses fournisseurs? Qui ça? Ce profil d'individu-là. Non, le propriétaire terrien n'a pas de fournisseur. Il a vendu son terrain, il n'a pas de fournisseur. C'est ça l'effet de la spéculation foncière. C'est que vous n'avez pas de fournisseur derrière, vous avez vendu un terrain, point. Vous avez encaissé l'argent et derrière, vous n'avez rien à payer. Vous allez vivre de cet argent. Ben, cet argent, vous allez le mettre soit dans une banque, soit dans un matelas, mais en tout état de cause, il ne circule plus dans l'économie. C'est ça ce que je veux dire. Deuxième, et ça c'est un élément important. Deuxième élément, et ça a été d'ailleurs dit, et j'aime bien ta question tout à l'heure, tu as dit oui d'accord, alors comment on peut interpréter le fait qu'on paye plus rapidement les fournisseurs étrangers?
En fait, si notre économie, d'un côté, elle encourage la spéculation, de l'autre côté, elle encourage l'importation, ben bien évidemment, moi je suis chef d'entreprise. Si j'ai des fournisseurs étrangers et j'ai des fournisseurs marocains, et je sais que mon fournisseur étranger, en fait, je ne vais pas discuter avec lui au téléphone pour lui dire, tu sais, machin, ma mère est morte, m'chit l'hajj, m'chit l'umra, etc. Ça, il ne le connaît pas. Il est payé parce qu'il y a un accréditif. Point. Et donc, in fine, il y a un phénomène d'éviction qui se fait par le fait qu'on doit payer les fournisseurs étrangers en priorité. Donc, quand une économie encourage les importations, ben, in fine, on aura comme conséquence le fait qu'il y a un effet d'éviction qui va se faire en termes de trésorerie. On va arbitrer les fournisseurs étrangers. Donc pour vous, les deux mots MAUX, c'est un, l'encouragement à la spéculation, et deux, l'encouragement à l'importation. Oui, pour moi, effectivement. Ce sont deux éléments qui se rajoutent à ce qui a été dit par ces Hakim. Pour sortir de l'impasse, il faut régler ces deux fléaux. Alors, ça, c'est des sujets de fond. C'est des sujets de fond, comme ceux qui ont été évoqués par ces Hakim. Ce sont des sujets de fond sur lesquels il faut qu'on soit sensible et qu'on puisse travailler avec une feuille de route pour pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain. Maintenant, il y a d'autres mécanismes, je ne sais pas si ça fait partie de la deuxième partie de la discussion, qui peuvent être mis en place assez rapidement et qui permettraient de fluidifier davantage l'économie. Parce qu'encore une fois, on a des chefs d'entreprise dans la salle, donc ce n'est pas la peine de le répéter. Mais de l'argent qui ne circule pas, c'est comme un sang qui ne circule pas dans un corps. Ben, à un moment donné, le corps se pourrit, voilà. Sur le fait de mettre en place des indemnités, des taux moratoires, pour forcer aussi, et pour conduire l'entreprise qui doit des sous, qui doit de l'argent auprès de son fournisseur à payer. Est-ce que pour vous, ça peut avoir un effet dissuasif? Est-ce que c'est une piste qu'il faut explorer? Ce que disait d'ailleurs Amédiouri tout à l'heure, ça a été mis en place, avec un taux à 5,25, pour aller... pour pousser l'entreprise à régler ses créances ou pas? Je pense que c'était assez clair dans le propos d'Amine. Il a dit, ça a été mis en place, les taux étaient prévus pour passer de là à là, oui. Mais paradoxalement, depuis la mise en place de cette loi, on a constaté une augmentation des délais de paiement interentreprises. Et de 1, et de 2, aucune entreprise n'applique les intérêts moratoires. Nous devons dire, ok, nous nous sommes trompés, on abroge cette loi. Il n'y a pas de mal à cela. On s'est trompé, ça peut arriver. Donc la loi a eu un effet totalement néfaste, totalement négatif, totalement l'effet opposé par rapport à ce qui était prévu. Alors de deux choses l'une, soit la loi est mauvaise, soit on est incapable de l'appliquer. Mais en tout état de cause, le résultat il est là, il faut se dire, ok, on reconnaît qu'on a fait une erreur, ça arrive à tout le monde, ben on s'est trompé, on l'abroge, c'est tout, point à la ligne, et on pense à autre chose. La loi telle qu'elle est mise en place, c'est une loi qui n'a pas de sens business. Ça se voit que ça a été rédigé par des personnes qui n'ont pas eu l'expérience du business. Vous ne pouvez pas venir dire à un client qui ne vous paye pas, vous ne m'avez pas payé 100, ben je vous applique les intérêts moratoires, maintenant c'est 105. Ben vous n'allez pas me payer 105, etc., etc. Et en plus, tenez-vous bien, le fisc vous dit, les intérêts moratoires, une fois que vous les avez facturés, ça fait partie de votre chiffre d'affaires. Vous devez payer, etc. Attendez, mais ça n'a pas de sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de conscience par rapport à la réalité économique pour dire, effectivement, moi j'avais proposé ça dans une des réunions, on m'a vu avec des yeux, on m'a dit non, c'est pas possible. En fait, je pense que c'est vraiment la solution. C'est de dire, ok, on a les chiffres, on a 50% des 40 milliards qui sont dans les bilans, qui sont dans les comptes des grandes entreprises. Les grandes entreprises, ce n'est pas celles qui font de la cotisation, ce n'est pas elles qui payent la cotisation minimale. Les grandes entreprises payent l'IS. Et elles payent des dividendes. Très bien, ben on va dire, une facture, pour qu'elle soit déductible, elle doit vérifier deux conditions. La première, c'est qu'elle doit contenir la date de règlement sur laquelle on s'est mis d'accord. Si j'ai la capacité, je peux me mettre d'accord sur un délai de paiement de X mois. Ça me regarde, c'est commercial. J'assume ma responsabilité en tant que chef d'entreprise sur le délai de paiement que je conviens avec mon client. Et ensuite, avec les garde-fous qui peuvent être des conventions sectorielles, etc. Mais pour moi, ce n'est pas au niveau de la loi. La loi, on n'est pas le modèle français. En fait, ceux qui ont rédigé la loi, ils ont pris le modèle français. L'économie marocaine ne ressemble pas à l'économie française. Arrêtons de prendre les lois françaises. On n'est pas la France. On peut inventer des modèles marocains. Et c'est déjà le cas dans d'autres domaines. Et la France est venue s'inspirer de ces modèles et d'autres pays sont venus s'inspirer. Donc, pour cela, je pense qu'il faut être clairement rationnel et dire, ok, les entreprises, pour qu'elles puissent déduire une facture, premièrement, il faut qu'il y ait une date de paiement dessus, prévisionnelle.
et qu'elle doit être payée à la date prévue. Quand je veux livre, je mets une date. Après, oui, bien sûr, il y aura des objections. Une date au stylo Pardon? Au stylo? Non, pas au stylo. Comment? Là, on arrive à un autre projet qui avait été vrai, initié par la direction des impôts, qui est le système de facturation électronique. Électronique, ben voilà. Et bien évidemment, Oui, bien on a démarré évidemment, l'année avec des soucis. on est dans l'ère de la digitalisation. Et si cette facturation électronique n'a pas abouti, ce n'est pas à cause des petits commerçants, qu'on soit bien clair. Les petits commerçants, c'est vraiment, encore une fois, le dernier bout de chaîne. La facturation électronique permet d'avoir une meilleure transparence. Et les spécialistes de l'assurance crédit et de la data savent très très bien que plus on a une digitalisation des process, moins il y a de problèmes. non, plus on a la capacité d'analyser de façon pertinente les données. Et quand on analyse de façon pertinente les données, on est capable de prendre des décisions qui ont une efficience plus importante. Parce qu'en fait, c'est un peu ça dans notre pays, même dans l'économie, alors qu'on est censé prendre des décisions, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des entreprises, on est censé prendre des décisions sur la base de données. On ne les prend pas sur la base de données, on les prend sur la base d'intuition ou d'influence ou de pression. Et encourageons l'économie marocaine, encourageons les entreprises marocaines, incitant pour qu'il y ait beaucoup plus de données disponibles pour que moi, et là je vous donne un exemple concret, moi en tant que chef d'entreprise, on vient me payer avec un chèque. On vient me payer avec un chèque. Sachant que j'ai une marge brute sur ce chèque de 10%. Allez, de 15%. Vous vous rendez compte quel est le risque que je prends? Vous vous rendez compte? Et on est incapable aujourd'hui au Maroc, alors que l'appel d'offres l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé par Banque Maghreb il y a plusieurs années, on est incapable aujourd'hui d'avoir un numéro de téléphone ou d'avoir une plateforme internet où je rentre le numéro de compte ou le numéro de chèque, où je rentre le montant et on me dit vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. On ne me dit pas combien il a d'argent, on me dit juste c'est bon ou c'est pas bon. Go ou no go? Mais attendez, mais c'est scandaleux. Chouma. Aujourd'hui, avec toutes les technologies dont nous disposons, on est incapable de permettre aux chefs d'entreprise de vérifier pas la solvabilité, mais est-ce que ce chèque, aujourd'hui, à l'instant où je pose la question, il y a un solde sur ce compte qui me permet d'encaisser mon chèque? Sachant, parce qu'encore une fois, le problème de compétitivité, il est là. Mais le problème de compétitivité, si on s'enfonce avec des chèques des chèques sans provision, là c'est beaucoup plus grave. Ce n'est plus un problème de compétitivité, c'est un problème de survie de l'entreprise, de pérennité de l'entreprise. Digitalisation, oui, signature électronique, facturation électronique, identifiant commun. L'air du temps. Est-ce que ça c'est la solution aussi? Ce n'est pas la solution miracle, ça n'existe pas une solution miracle pour une économie quelle qu'elle soit. Mais c'est une façon de pouvoir améliorer la transparence, d'améliorer la visibilité, d'améliorer l'aide à la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je le dis, nous au niveau de la Fédération Commerce et Services, on le voit très très bien, les entreprises de services sont celles qui souffrent le plus des délais de paiement. Parce que très souvent, c'est des PME ou TPE et ils souffrent de ce délai de paiement de façon extrêmement importante. Dans les entreprises de commerce, on a deux catégories. On a celles qui font du crédit aux consommateurs, c'est Moul Hanout, Moul Pisserie, et celles qui effectivement font plutôt du crédit fournisseur, c'est la grande distribution. Donc il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir une capacité à prendre la décision de façon informée. Et pour pouvoir être bien informé, il faut qu'il y ait de la data, il faut qu'il y ait des prestataires qui puissent me donner cette data de façon traitée. Et je lance l'appel pour dire où est-ce qu'on est, l'appel d'offres de Banque Le Maghreb sur justement, j'en profite, aujourd'hui c'est prévu, il y a un prestataire qui a été choisi pour que n'importe qui puisse, avant d'accepter un chèque, vérifie est-ce que ce chèque vaut quelque chose en quelque sorte entre guillemets. Bon, à titre anecdotique, c'est bien évidemment le fournisseur qui paye, c'est celui qui reçoit le chèque qui paye la vérification. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, si tu me permets, Rachid, je pense qu'il est très important. On parle des délais interentreprises. La dernière fois, vous avez parlé des délais avec l'État. Oui, l'État a fait des progrès extrêmement importants, on l'a vu sur un certain nombre d'indicateurs. Cependant, il y a un point extrêmement important, et comme vous le savez, le diable est dans les détails. Les délais de paiement de l'État sont comptabilisés à partir du moment où vous avez votre facture qui a été acceptée. Or, pour que votre facture soit acceptée,
il faut se lever très très tôt. En fait, vous ne dormez même pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'ordonnateur, il a une position d'arbitraire. Il peut rejeter la prestation, il peut retarder la réception, et bien évidemment, tant que la réception n'est pas faite, vous ne pouvez pas facturer. Alors là, il y a une idée qui a été proposée et que j'ai trouvée extrêmement intéressante personnellement, et c'est une tendance au niveau mondial sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, mais c'est une tendance mondiale, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance. Pourquoi on n'envisage pas puisqu'il y a une réflexion sur le décret des marchés publics, pourquoi on n'envisage pas dans les marchés publics la possibilité pour qu'un fournisseur de l'État ou d'une collectivité locale ou d'un établissement public puisse faire appel à un tiers de confiance à ses frais, d'accord, valider la réception. Ça ne peut pas se faire via la signature électronique? Non, ce n'est pas un problème de signature. C'est un problème, Pour vous me livrez. dater. Je prends un exemple simple. Je fais un appel d'offres pour acheter du papier. Je mets des descriptifs, je définis le papier que je veux, c'est du X grammes, machin, truc, muche, etc. Ben, je livre. On vous dit, ben, attendez, laissez-nous vérifier que vous nous avez livré le bon grammage du papier. Et ça peut prendre plusieurs mois avant que l'État ne vérifie, avant que l'ordonnateur ne vérifie par ses services que le papier que vous avez livré en quantité, c'est bien la bonne quantité et que c'est bien le bon grammage. Ben, pourquoi? Tout simplement, je peux faire appel à un certificateur, un Veritas, un Imanor, etc., et qui vient et qui certifie. Donc c'est un tiers de confiance. Ce n'est pas le fournisseur, ce n'est pas le client, parce qu'encore une fois, cette position je dirais, déséquilibrée, le rapport de force qui est déséquilibré, crée en fait une attente pas une attente, une frustration, parce que tout le monde dit les taper rapidement, oui, mais moi en tant qu'entreprise, je sais que j'attends que l'État réceptionne des produits que j'ai livrés il y a plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Donc vous, c'est pas forcément la date qui soit actée, mais c'est surtout le non, fait que bien sûr, une fois qu'il acte la réception de la marchandise, oui, il dit que la marchandise correspond au cahier de charge, parce que lui, qu'est-ce qu'il dit, ce tiers de confiance? Il va juste dire, le cahier de charge, je l'ai lu, et par rapport à ce qui est livré, ça correspond au cahier de charge. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, quand on reçoit une marchandise de l'international, elle arrive au port, les assureurs, vous croyez que c'est le fournisseur qui va dire ma marchandise, le client qui va dire ma marchandise n'est pas bonne? Il y a un expert qui vient et qui dit la marchandise qui a été envoyée de je ne sais pas où, de Dubaï, arrivée à Casablanca, effectivement, ce qui était parti, c'est bien ce qui est arrivé, ce qui est dans les documents, c'est bien ce qui est arrivé, c'est tout. Et il certifie. C'est un tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, c'est quelque chose qui peut, je dirais, inciter. D'abord, ça soulage l'ordonnateur. Parce que l'ordonnateur, il vous dit, mais moi, vous me faites prendre une responsabilité énorme. J'étais ordonnateur dans une vie antérieure. Ah, c'est pour ça que vous en parlez bien. Alors. Mais bien évidemment. Et l'ordonnateur, quand vous me dites, vous devez signer la réception de la marchandise, moi je ne suis pas un spécialiste pour savoir ce que vous m'avez livré correspond exactement à ce qu'on a mis dans le cahier de charge. Et donc il faut quelqu'un qui vienne me dire, ce qu'on nous a mis dans le cahier de charge, le carrelage, je prends l'exemple du carrelage, c'est bien, etc., etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans les délais de paiement. Il y a qu'à se dire, Hamid. Ce n'est pas intégré dans le paiement parce que le trésorier régional est avec nous et le trésorier régional, lui, il paye à partir du moment où l'ordonnateur signe que tout est OK et que le trésorier, lui, il paye maintenant rapidement. Mais encore faut-il que l'ordonnateur dise que la marchandise est bien reçue. Donc, je suis désolé d'ouvrir cette parenthèse, mais si nous arrivons à accélérer la réception, peut-être que les entreprises qui vont se faire payer vont pouvoir payer la TVA, les 20 milliards à notre ami ici présent. Ah non, 80 milliards. 80 milliards. Non, parce que je sais qu'il y a un quart peut-être qui va juste arriver. Ah, j'ai fait le calcul autrement. Parce que c'est sur la valeur ajoutée, c'est pas sur la...